La wilaya de l'Ouest algérien est immense. À l'ouest se trouve le Maroc, de la Mauritanie et du Soudan au sud. Au nord, la mer Méditerranée. À l'est, elle se prolonge avec les wilayas 4 et 6 près de Ténès, puis descend dans la vallée du Chlef, qu'elle traverse entre Charan, Bouradir et Malakoff, coupe Loarse-Nice, dont le versant ouest fait partie de la wilaya 5, et rejoint la plaine du Sersou à hauteur de Burdo. De là, elle traverse les hauts plateaux vers Ain el-Hamra, 50 km à l'est d'Aflou, et redescend vers le sud selon l'axe Larquat-Ghardeya. Ben Ali Drin Boudren est né le 7 mai 1934 dans la ville de Tlemcen, surnommée la Grenade de l'Afrique. Drin Ben Ali, de son nom de guerre Sibrahim, était le fils aîné de Abdallah et de Mansouria Boudren. Il grandit dans le quartier d'El-Qal'a, l'allée des sources, entouré de ses frères et sœurs. Il aimait parcourir ses champs verdoyants, se baigner dans ses rivières limpides, écouter le souffle du vent et se promener dans ses rues aux monuments grandioses. Après un bref séjour à Alger, 1945 à 1947, de retour à Tlemcen, le jeune Ben Ali obtint son certificat d'études pour ensuite repartir en 1948 à Oujda, au Maroc, où sa famille s'y établit pour un an. Dès 1949, il revient à Tlemcen et fréquente la prestigieuse médersa de Tlemcen. Il eut pour professeur Shir Merrad Abdelhamid, qui lui inculqua nationalisme et le sens des valeurs et le patriotisme. Il y suivit une préparation militaire supérieure et fut initié au maniement des armes, au jet de grenades, au parachutisme et aux transmissions de manière générale. La France, lors des dernières guerres mondiales, 1914-1918 et 1935-1945, avait fait usage des indigènes pour défendre la République française. Ce sont ces mêmes indigènes, influencés par les mouvements nationalistes au Maroc et la guerre du Rif, qui déserteront l'armée française après la défaite cinglante à Dien Bien Phu et la victoire du Viet Minh en Asie. Ils rejoindront les rangs de l'ALN-FLN en 1956-57, qui fort de leur expérience. Les déserteurs algériens de l'armée française apporteront une aide considérable aux rangs de l'ALN à partir de 1956-57 par l'expérience, la formation militaire et seront déterminants au FLN-ALN. C'est ainsi que Ben Ali prit connaissance de cette stratégie de guerre, de la guérilla et de la préparation du soldat. Il se trouva sensibilisé à la cause nationale et à la nécessité d'une révolution immédiate. Il commença à militer avec ses camarades de classe et très vite, les services de la police française de l'époque ne tarderont pas à s'intéresser aux réunions de ses collégiens et tout particulièrement au jeune Ben Ali, dont l'attitude discrète et réservée suscitait l'intérêt auprès de ses professeurs français. Les mois qui suivirent, le jeune Ben Ali fut fiché et recherché par les renseignements généraux. En octobre 1955, il passe à la clandestinité, quitte son domicile familial pour rejoindre le maquis. Il sera secrétaire sous les ordres du capitaine Jaber, qui lui confia le secteur de Sabra et dès 1956, le chargera de consolider l'organisation dans la région de Tlemcen. Nous avons rencontré un de ses camarades de classe, Hossein Snoussi, lequel partage ses souvenirs et ceux de son enfance avec Sibrahim. Pour cerner un personnage d'un homme exceptionnel qui s'appelle Lotfi, il faut revenir au jeune Drin Ben Ali, qui a été mon camarade de classe pendant 6 ans. Ce jeune homme que je côtoyais quotidiennement fréquentait la médersa, appelée plus tard le lycée franco-musulman. Ces médersas, que ce soit à Tlemcen, où nous étions avec notre fille, à Alger ou à Constantine, ont été d'abord des écoles de patriotisme. Le programme enseigné dans ces médersas s'appuyait sur une double culture, la culture musulmane et la culture universelle.
ce qui a forgé nos esprits avec un savoir ouvert sur la modernité et en même temps enraciné dans le patrimoine. Notre conscience n'était pas seulement le rejet brutal du colonialisme, mais une démarche profonde qui consistait à lui substituer un véritable projet de société. Le jeune Ben Ali, plus tard colonel Lotfi, chef de la Wilaya 5 à l'âge de 25 ans, à l'instar de la majorité des Médersiens, a été nourri à l'école du savoir, des valeurs morales et de la conscience patriotique. 6 ans durant, il a été un élève exemplaire, toujours premier de la classe. Il était estimé et respecté de nos professeurs qui le donnaient en exemple. Il était grand et beau. Il avait, avec ses yeux verts et son nez légèrement aquilin, il avait un profil d'aristocrate. On m'a raconté que sa marâtre, une Française que son père avait prise comme deuxième épouse, l'aimait beaucoup et veillait particulièrement à son éducation. Le jeune Ben Ali était rigoureux et perfectionniste dans tout ce qu'il faisait, même aux séances de la PM, préparation militaire, élémentaire et supérieure, qui permettait aux étudiants d'obtenir leur sursis. Il assistait à ces séances d'une manière assidue et attentive. Il m'arrivait de sécher ces séances pour aller au cinéma et me le reprocher en me disant « Il faut apprendre le maniement d'armes parce qu'un jour, on en aura besoin. » Le jeune adolescent Drin Ben Ali aimait beaucoup la littérature arabe épique et particulièrement les poèmes d'Abu Tayyib al-Mutanabbi et d'Abu Firas al-Hamdani, ainsi que la prose de Al-Munfaloti, qui est un auteur égyptien romantique et dont il a pris le prénom comme nom de guerre, Lotfi al-Munfaloti. Quelque temps avant de rejoindre le maquis, il était assis à la même table que moi. Il se faisait prêter des livres de la librairie de notre camarade de classe, Hamou Barli. Et il recopiait les poèmes sur un gros cahier qu'il me passait par la suite pour les recopier à mon tour. Un matin d'automne 1955, je ne le vois pas arriver. Et il ne s'absentait jamais. J'ai pensé que quelque chose s'est passé d'important. L'après-midi, les rumeurs circulaient qu'il était recherché, qu'il a échappé à la police et rejoint le maquis. Il avait oublié chez moi ce gros cahier que j'ai gardé jusqu'au moment où, à mon tour, j'ai été arrêté et torturé et les renseignements généraux m'ont confisqué mes affaires. Alors je me souviens très bien de ce cahier. L'autre fille écrivait en l'encre verte parce qu'il devait avoir un petit problème de vue. Et sur la première page de ce cahier, il a écrit en grosses lettres un poème de Al-Mutanabbi. عيش عزيزا أو موت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود. Je ne veux pas traduire ce vers, je veux tout simplement le résumer. Il veut dire « Vis libre, hors de portée,
ou meurt en chevalier dans le fracas des armes. Je crois qu'il n'y a rien qui puisse exprimer la personne du colonel Lotfi comme ce vers de poésie. C'est à partir de ce moment que Ben Ali prit le nom de guerre de Sibrahim. Il mena une série d'opérations de grande envergure. Les objectifs du commando de Sibrahim étaient de s'attaquer strictement aux militaires, gendarmes, policiers et forces combattantes. L'attaque eut lieu un soir de décembre 1955. Cette attaque eut un grand retentissement et frappa les esprits de tous les habitants. Cette action sera la marque du commando Sibrahim. Un événement de taille va marquer la ville de Tlemcen le 17 janvier 1956. Le respecté docteur Benaouda Benzerjeb, soupçonné d'être un membre actif de la résistance, il fut arrêté par l'armée française. Il fut lâchement abattu. Ce scénario était pratique, courante. Il était répandu sur tout le territoire algérien et porte le nom de corvée de bois. Le procédé consistait à tirer dans le dos du prisonnier une fois relâché, après une séance de torture de plusieurs jours, généralement au petit matin, à l'aube. La version du préfet Lambert, préfet d'Oran, invoque la thèse du suicide ou tentative d'évasion. Devant de tels propos, toute la ville de Tlemcen descend dans la rue 3 jours durant pour manifester sa colère, ce qui donne lieu à un déploiement impressionnant des forces de l'ordre, ce qui ne découragea nullement la population ni la famille du défunt, qui exigea une contre-autopsie afin de prouver les circonstances dans lesquelles était décédé le docteur Benzerjeb. La population tlemcenienne voulut rendre un dernier hommage au martyr en l'enterrant selon le rite musulman. Les obsèques eurent lieu un 18 janvier au matin. La répression des forces de l'ordre fut fatale et donna lieu à des représailles sanglantes. Les policiers armés de matraques s'acharnèrent sans relâche sur la foule pacifique. Le renforcement de l'armée française ne tardera pas à se produire dans cette partie du territoire national réputée calme aux yeux des autorités françaises et de l'Est algérien. Embuscades, accrochages, les attentats, actes de sabotage se succédèrent et multiplièrent, semant la panique chez l'ennemi. En février 1956, le professeur Sid Ahmed Inal disparut du collège où il enseignait. On retrouva son corps carbonisé. La disparition des 2 médecins sauvagement assassinés incita la population locale à s'engager massivement dans les rangs du FLN. Nombreux sont les lycéens, collégiens et médersiens qui montèrent au maquis. Face à cette injustice, le commando Sibrahim décida de multiplier les attaques afin de mettre en péril l'armée française dans la région. Après une préparation logistique bien étudiée, le commando Sibrahim procède à l'attaque du campement militaire de la MTO. Les tirailleurs venaient considérablement renforcer la structure d'attaque, fort d'une expertise militaire. Parmi les nouvelles recrues, un certain Abdallah Larbaoui, qui intégra la Wilaya 5 et qui sera l'un des premiers à préconiser la constitution d'une armée classique. Il a surtout attiré l'attention sur la lutte implacable qu'il fallait mener contre la mise en place récente du barrage électrifié par l'armée française à la frontière algéro-marocaine, afin d'empêcher l'approvisionnement en hommes et en armes des maquis de l'intérieur. La planification des opérations du commando Sibrahim souligna l'importance de préserver et d'économiser des vies humaines à tout prix, autant civiles que combattants. Cette préoccupation humanitaire fut loin d'être partagée par les stratèges de l'état-major ouest, qui continuèrent à envoyer des jeunes combattants pour franchir les barrages électrifiés, truffés de mines, sous les miradors infranchissables par ces jeunes recrues. Le plus célèbre de ces barrages à l'est de l'Algérie était la ligne Maurice, où de très nombreux Algériens y laissèrent la vie. Le chiffre officiel est proche de 8000 morts. Après les opérations spectaculaires menées par Sibrahim et son commando, d'autres moyens furent mis en œuvre pour déstabiliser l'ennemi et le fragiliser. S'attaquer aux convois ferroviaires. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 1956, un train transportant des soldats d'origine sénégalaise
fut attaqué à proximité de la localité de Ain Douz, à 12 km à l'ouest de Tlemcen. La presse locale avait bien minimisé les dégâts, annonçant un bilan de 6 blessés légers, alors que le bilan réel fait état de plusieurs dizaines de soldats sénégalais morts et d'importants dégâts matériels. En mai 1956, Brahim, escorté de 2 Junoud, se rendit à Oujda pour être affecté au sein de l'état-major sur le front sud par Boussouf, qui a décelé en lui des qualités de meneur d'hommes et de responsable soucieux du détail. Haj Barigou était l'homme de confiance de Boussouf et Lotfi également étant un collaborateur essentiel de Boussouf du fait qu'il était son adjoint en qualité de commandant. Évidemment, l'amitié s'est vite installée entre Haj Barigou et Lotfi. C'était tous les deux des gens ouverts, des gens au contact facile, des gens également extrêmement rigoureux, notamment dans le domaine du secret. Et ils se complétaient. Haj Barigou apportait beaucoup à Lotfi, d'abord en tant qu'adjoint du colonel Boussouf, et puis après, lorsque Lotfi a remplacé également Boumediene en tant que responsable de la Wilaya 5 en 1958. Donc Lotfi a eu des relations extrêmement nombreuses avec Haj Barigou, et comme je l'ai dit, Haj Barigou, c'était un homme qui était extrêmement informé et qui également était capable de réussir les missions les plus difficiles. Je viens d'une famille qui a toujours entretenu des relations très difficiles avec la colonisation, qu'il a toujours considéré avec suspicion. Au décès de mon père, c'est mon grand-père qui a pris la suite de mon éducation. Il m'a appris, entre autres, l'amour du pays, bien sûr, et la haine de la colonisation qu'il considérait comme une abomination. Un grand malheur qui s'était abattu sur notre peuple. J'ai compris le sens de ces paroles beaucoup plus tard, à l'âge de 12 ans, où un bon matin, une section de gendarmes a débarqué chez nous et ils l'ont emporté, enchaîné, comme s'il s'agissait d'un dangereux criminel. Son crime, c'est d'avoir conseillé à ses concitoyens d'éviter la justice française et de régler leurs problèmes au sein des assemblées traditionnelles, la Jma'a. Le deuxième crime, c'est d'avoir mené campagne pour l'ouverture d'écoles pour l'enseignement, la vulgarisation de la langue arabe. Pour ces 2 crimes, il a pris 1 année de prison pour atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Beaucoup plus tard, j'ai eu également à vérifier le sens des propos de mon grand-père, lorsque moi-même, en 1955, alors que je rendais visite à mes parents, j'ai été interpellé par un officier français complètement ivre qui a posé un pistolet 11-43 sur ma tempe, en menaçant de me faire sauter la cervelle parce que je pouvais être un félaga à ses yeux. Ces cris hystériques ont attiré l'attention de sa femme, qui l'a calmé et qui a mis fin à mon tourment. En fait, ça a été la gifle et l'élément déclencheur. Fallait-il continuer à vivre en sous-homme, à la merci du premier gendarme, du premier parachutiste venu, ou alors faire quelque chose et rejoindre, bien sûr, la résistance. Le choix n'a pas été très difficile. Au retour au Maroc, j'étais déjà en contact avec la résistance marocaine. J'avais un ami de lycée qui militait, qui était un fidaï. Et au cours d'une discussion, il m'a posé la question « Pourquoi vous n'allez pas combattre dans votre pays ?» Je lui ai répondu qu'en fait, ce ne sont pas les bras qui manquaient, mais les armes. Le FLN à ce stade a beaucoup plus besoin d'armes et d'hommes formés à leur manipulation plutôt que de bras.
C'est alors qu'il m'a dit qu'il pouvait m'aider à contacter ses camarades de la résistance qui m'aideraient à avoir une arme et faciliterait mon passage dans l'ALN, l'Armée de libération algérienne. Une semaine plus tard, j'étais au Moyen Atlas et quelques mois après, je rejoignais la zone 8, enfin le sud oranais, vers le mois de juin 1955. Voilà le cheminement qui m'a fait arriver au maquis. L'implantation du FLN dans le sud devait être l'œuvre de Abdelmalek Ramdan, un des adjoints de Boussouf, qui est malheureusement tombé au champ d'honneur 4 jours après le déclenchement de la révolution, de la lutte armée. Donc il est décédé le 5 novembre 1954. Boussouf a fait la proposition à Lotfi s'il voulait prendre un commandement au sud, ce qu'il a accepté. Alors il lui a donné 2 compagnies, il lui a fait constituer 2 compagnies à partir de la formation qui se faisait en base arrière. Il les a armés et il est descendu à pied. De toute manière, ils ont suivi, puisque les Français étaient encore dans l'Est, dans l'oriental marocain, sont descendus de la même manière qu'ils se déplaçaient dans les maquis, c'est-à-dire à pied, pour arriver dans la région de Fidik. Là, il a pris le contact avec les chefs de secteur que je viens de citer et il est rentré pour installer son PC à Goursifen. Donc, les compagnies se sont intégrées au niveau des différentes sections, à commencer des actions extrêmement violentes qui portaient des coups réels à l'armée française. C'est des embuscades, c'est des enlèvements, c'est des agressions, des attaques contre des postes. Cela a duré quelque temps, si bien que le commandement militaire français du secteur territorial sud, dont le siège était à Ain Safra, a fait plusieurs rapports. Dans son premier rapport du mois de mai 1956, il annonce déjà la montée en puissance et le pourrissement des régions qui sont contrôlées par Sibrahim. Il mène également des actions militaires, une très grande opération au niveau de la grande forêt d'Aflou, ce qu'on appelle la Gada d'Aflou. Donc là aussi, il y a eu un régiment d'infanterie motorisée français a été rudement pris à partie et a perdu un très grand nombre de ses hommes, ce qui fait que le commandement opérationnel de l'Oranie, le corps d'armée d'Oran, a envoyé une division, la 4e division d'infanterie militaire, qu'il a stationnée à Tiaret avec champ de rayonnement sur l'ensemble du sud. Il y avait également des unités de la Légion étrangère, le 2e REI, et puis les divisions, les compagnies sahariennes portées de la Légion étrangère, qui étaient des compagnies mobiles. Il a également mené une action militaire vers l'est de sa zone, c'est-à-dire dans la région d'Aflou, en direction de Djelfa, où se trouvaient des maquisards indépendants qui dépendaient de Ziyana Achour, et des maquisards affiliés à Bellounis. Il s'agit d'un certain Belhaj. Donc il les a refoulés de là-bas. Belhaj, devant les coups portés par Sibrahim, s'est rallié à l'armée française, et Ziyana Achour se déplaçait un peu plus vers l'est. En même temps, il a pu attirer à lui 2 grands responsables qui n'avaient pas la tutelle du FLN. Il s'agit du commandant Omar Driss et Zakaria, de son vrai nom, Tayyib Farhat. Donc ceux-là sont venus vers Lotfi, ont demandé à intégrer l'ALN. Il leur a également fourni des armes, constitué 2 compagnies pour chacun, et ils sont revenus vers le sud algérois pour combattre les bellounistes et les gens de Ziyana Achour. Voilà un peu pour ce qui est de l'action militaire. En 1957, compte tenu des résultats obtenus, de sa notoriété
Sur le plan politique et militaire, il ne faut pas oublier que jeune, n'avait que 22 à 23 ans. Il avait sous ses ordres des hommes politiques majeurs, beaucoup plus âgés, tels que Qaïd Ahmed, Boualem Bessaïah, Qadi Mohamed, Aqbi Abdelghani, tout cela qui étaient des cadres officiers beaucoup plus âgés que lui, qui acceptaient facilement son autorité parce qu'il avait réellement une autorité. Donc il a été nommé commandant et de ce fait membre du conseil de la wilaya. Il était un des adjoints de Boussouf avec Boumediene et Chaban, de son vrai nom Taouti. Quand je suis arrivé à Figuig, c'est Lotfi, mais il ne s'appelait pas à l'époque Lotfi, il s'appelait Sibrahim. Donc c'est lui qui m'a reçu. Et je vous avoue que bien que j'ai passé une demi-heure à discuter avec lui, à répondre à ses questions pour lui expliquer les raisons qui m'ont fait passer par l'armée de libération marocaine, mais je ne savais pas que c'était le patron du Sud Oranais. Donc il était très calme, très serein, et il avait une force de caractère telle qu'il mettait son interlocuteur très vite à l'aise, mais en même temps il commandait le respect. C'était quelqu'un de très simple, mais intraitable sur la discipline. Il considérait les jeunes qui rejoignaient le maquis comme la pépinière des futurs cadres de la Révolution. Il les encourageait et il n'hésitait pas à leur confier des responsabilités malgré leur jeune âge. Pour lui, le maquis était l'école de la formation des cadres de demain. Donc, ce jeune homme avait en face de lui une formidable force commandée par le général Crèvecoeur. Elle comprenait notamment 3 régiments, le 2e, le 44e, le 35e, 6 compagnies de la Légion montée de la Légion étrangère, dont celle qui contrôlait le camp de bannissement de Jnine Bourresque. À ces unités viennent s'ajouter 2 divisions. La 4e division mécanisée qui était commandée par le général Desneval et le 13e division d'infanterie qui était commandée par le général Aubert. Au total, 9 régiments. Évidemment, cette force s'appuyait sur une puissante force aérienne faite d'avions d'intervention, d'avions de bombardement, de reconnaissance pendant toute la guerre, dans les combats qui se déroulaient entre l'ennemi et la LN. Qaïd Ahmed l'a remplacé à la tête de la zone 8. De là, il a mené une action donc, de recherche de l'armement pour renforcer également les unités de la zone 8, pour faciliter également le transport et l'acheminement des armes vers les wilayas limitrophes à la wilaya 5, c'est-à-dire la wilaya 4 et même la wilaya 3. Lotfi, en dehors de cette action qui a permis à la LN de se structurer et d'étendre son implantation à travers le sud du pays, cette implantation était tout à fait indispensable puisque les Français venaient de découvrir du pétrole dans la région de Hassim Saoud et du gaz dans la région de Hassir Mal. Il fallait absolument que le FLN soit présent pour dire que le Sahara fait partie de l'Algérie. Une deuxième action également importante, toujours dans le même contexte d'aller profondément dans le Sahara, c'est qu'il a envoyé des émissaires dans la région du Touet et du Gourara pour implanter le FLN, et cela s'est produit. Non seulement cela s'est produit puisqu'il y a eu beaucoup d'adhésions au FLN dans cette région du Grand Sud, mais il y avait une grande compagnie de Mokhazni qui était au service de l'armée française. Il a réussi à les faire déserter et ils ont mené une action contre les intérêts économiques français puisqu'ils ont détruit des véhicules et ils ont tué des ingénieurs qui étaient chargés de la prospection dans la région
Après cela, il y a une très grosse opération militaire qui a été menée par c'est le colonel Bijard avec son 3e régiment de parachutistes qui a été envoyé pour essayer de réduire ce groupe de déserteurs, mais ils ont également infligé au régiment et aux compagnies du colonel Bijard de grosses pertes. La région 8 était divisée en 3 secteurs. Le secteur de Béchar, le secteur d'Ain Safra et le secteur de Jérivé, Bayat. Au total, il y avait à peu près moins de 1000 hommes. Mais face 1000 hommes armés, souvent d'armements qui remontent pratiquement à... J'ai vu même des chassepots qui remontent à la guerre de 70. Donc des fusils Lebel, des fusils Moser, des fusils Stati ramassés sur le front de Libye. Et bien sûr, des fusils français tels que MAS 36, MAT 49, qui ont été amenés par les Algériens, les tirailleurs qui désertaient de l'armée française. Ceci d'une part. En plus, il y a eu un apport par le yacht Dina, qui a débarqué de l'armement sur la côte du Maroc oriental, du côté de Nador. Une partie de cet armement a servi à équiper le bataillon qui opérait dans la région d'Al-Bayat. Quand l'ennemi arrêtait des militants du FLN ou de l'ALN, ils étaient remis au DOP, dispositif, je crois, opérationnel et de protection. En fait, c'était des laboratoires de torture qui combinaient torture et manipulation pour retourner ces éléments et en faire des ralliés et les utiliser contre l'ALN. D'où le mot bleu, ensuite bleuite. La Wilaya 5, grâce à la vigilance de ses responsables, n'a pas connu ce fléau. Donc il y avait 2 guerres, celle qui était menée par les unités de l'ALN et celle qui s'est déroulée dans l'ombre. D'abord, la frontière était jalonnée de postes radio qui étaient calés 24/24 sur la fréquence des unités françaises qui opéraient sur la partie est de l'Algérie. Grâce à cette écoute, il a été possible pratiquement de reconstituer tout le corps de bataille français jusqu'au régiment, l'encadrement, les zones d'opération, etc. Ensuite, les préfectures, les sous-préfectures, les gendarmeries étaient écoutées et enregistrées, et ça permettait de voir comment l'ennemi appréciait la situation sécuritaire. C'était quand même très important, à donner un peu la température de l'autre camp. Ensuite, il y a le suivi de la ligne Maurice. Elle était suivie pratiquement mètre par mètre. Nous savions le type de mines qui étaient installées, la densité des champs de mines et leur localisation. Voilà. Et c'était très important pour les unités qui traversaient la frontière. Je me souviens, l'été 59, il y a une commission qui est partie de la Wilaya 4, commandée par le commandant Mohamed. C'est Mohamed, Allah yarhamou. Quand le colonel Lotfi a appris qu'elle allait continuer l'enquête, après avoir, de la Wilaya 4, elle allait passer à la Wilaya 5, il m'a chargé d'envoyer un message très dur pour instruire le commandant de la zone 4, Mostaganem, pour qu'il dise au commandant Mohamed de quitter immédiatement le territoire de la Wilaya 5. À défaut, il serait arrêté et jugé. La commission obtempéra l'ordre, épargnant ainsi la vie de dizaines ou plus de combattants, de cadres surtout. En fait, l'ennemi essayait d'obtenir par la ruse et la manipulation ce qu'il n'arrivait pas à obtenir par les armes, c'est-à-dire détruire l'encadrement du maquis.
Nous-mêmes, moi j'étais dans la région d'Aflou, la même opération a été tentée. Elle consiste à écrire à des responsables. C'est le schéma classique. On envoie une lettre à un responsable et on s'arrange pour qu'elle tombe entre les mains de ses chefs. Et de là, le processus commence. Utilisé par le capitaine Léger, puisque c'est lui le promoteur de cette machination. La manipulation, là, c'est une désastreuse. Donc, pour me résumer, la wilaya 5 n'a pas connu du moins la région où j'ai servi, les zones limitrophes n'ont pas connu ce fléau. Je voudrais peut-être relater ici un incident, un jour, qu'il a eu à traiter. Un jour, il y a des Jounouds qui sont arrivés à la frontière et qui ont décidé qu'ils n'arrêteraient pas de fumer, même au prix de leur vie. Un matin, il s'est présenté au camp avec une escouade de Jounouds et il a commandé le rassemblement général. Ensuite, il a demandé aux réfractaires de faire un pas en avant, libéra le reste des Jounouds et, se tournant vers le groupe qu'il avait amené avec lui, il leur a dit de prendre position. Les autres suivaient avec... Ils étaient intrigués de ce qui se passait finalement quand ils ont réalisé qu'ils étaient face à un peloton d'exécution. Ils se sont mis à pleurer, à supplier. La nouvelle courut à travers toute la région et le problème de la cigarette a été enterré d'une façon définitive. Un jour, alors que je présentais le courrier au colonel Lotfi, dans le courrier que je lui présentais, il y avait un message qui provenait du Caire et envoyé par un certain capitaine Noir, Allah yarhamou, qui faisait office d'attaché militaire. Dans le message, il disait qu'il y avait des bourses disponibles dans les différentes écoles militaires. Le colonel Lotfi a remarqué que je suivais avec beaucoup d'intérêt la lecture de ce message. À un certain moment, il a arrêté la lecture, il m'a regardé, il m'a dit « Vous êtes intéressé par ces stages ?» J'ai dit « Oui, bien sûr. » Il m'a dit « Quelle spécialité t'intéresse le plus ?» Je lui ai dit « L'aviation me semble une spécialité honorable. » Il m'a dit alors « Oui, effectivement, c'est un excellent choix. N'oublie pas d'inscrire mon nom sur ta demande, d'inclure mon nom dans ta demande. » Et puis, il reprend son sérieux et il me dit « Les cadres de la révolution doivent être formés ici, dans le feu de l'action. Parce que demain, ces cadres seront à l'écoute de ce peuple dont ils ont partagé la souffrance, les peines et les espérances. » Et puis, il a ajouté également si tous les éléments instruits qui sont actuellement au maquis partaient, il ne faut pas s'étonner demain que le pays soit dirigé par des opportunistes et des parachutés de la dernière heure. Moi, j'ai compris que mes velléités de départ en stage étaient mornées. Avec la découverte des hydrocarbures au sud saharien, la bataille du désert est engagée par le FLN. L'armée algérienne s'impose dans le sud. Elle se développe à travers tout le Sahara. C'est la zone la plus importante de l'Algérie. Une guerre féroce est déclarée par la puissance française. Un groupe d'hommes dirigé par le colonel Lotfi. Il fallait d'abord préparer le terrain. Structuration des volontaires en cellules, formation politique et militaire, pour ensuite passer aux actions de sabotage des installations pétrolières. Dans cette zone d'Al-Erg, il fallait conquérir Tarit, Beni Abbès, Adrar, Timimoun et Hassiendou. Le colonel Lotfi dirigeait un bataillon proche de 400 hommes sur le front sud. Il entame une marche de 40 jours.
Devant l'impossibilité de contourner la puissance de l'armée française, l'état-major ouest prit la décision de créer à Berkane un centre de formation spécifique de techniques de sabotage des barrages. Ce centre, situé à 40 km d'Oujda, un centre de formation paramilitaire, pouvait accueillir près de 300 stagiaires. Il était implanté dans une ferme, propriété d'un certain Belhadj Bouabdallah, un Algérien installé au Maroc. Le centre était dirigé par Abdallah Larbaoui. Le 7 mai 1957, Sibrahim est promu au grade de commandant dans la région d'Aflo. Par la suite, il rejoint le PC et adopte alors son nouveau nom de guerre, Lotfi. En mai 1958, il est nommé colonel de la Wilaya 5, succédant ainsi à Houari Boumediene. Nous nous sommes vus pour la dernière fois début 1958. Il était venu pour nous présenter une nouvelle acquisition de l'ALN, la MG42. C'est un fusil mitrailleur allemand. Le soir, il m'a demandé, nous avons mis 2 Kashabia, parce qu'il faisait froid, et nous sommes sortis. Nous sommes restés de 11h jusqu'à 2h du matin. On a longuement discuté, on a évoqué nos souvenirs de lycée, on a parlé de la Révolution. J'avais en face de moi j'ai trouvé en face de moi un combattant aguerri et un chef politique accompli. Cependant, j'ai senti quelques désillusions dues certainement au comportement de certains chefs de l'ALN, mais qu'ils voulaient dissimuler pour ne pas me décourager. Mais j'ai décelé chez cet homme le révolutionnaire romantique absolu, chez qui le combat pour la patrie passe avant toute autre considération. Je voudrais, avant de terminer, rappeler un épisode que la Wilaya 5 a connu et qui également qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est l'affaire de la rébellion du capitaine Zoubir. Pendant son absence, lorsqu'il a assisté à la réunion des colonels qui a duré de septembre 59 à décembre 60, le capitaine Zoubir, qui était le commandant de la zone 1 de la Wilaya 5, s'était rébellé contre le commandant des frontières, le commandant Rachid. Il estimait que le commandement des frontières à l'ouest ne remplissait pas sa fonction convenablement, qui était d'envoyer des hommes, des armes et des équipements vers l'intérieur. Le capitaine Zoubir a pu regrouper près de 400 Jounout qui étaient également mécontents. Et lorsqu'il a été informé du problème, lorsqu'il était en réunion du CNRA, Lotfi a envoyé une lettre où il a donné des instructions au commandant Othman, qui était chargé de l'intérim, pour lui demander d'entrer en contact avec lui, d'interdire au commandant Rachid de mener contre lui aucune action, soit de propagande, soit de tentative également militaire, et également de continuer à le ravitailler, de permettre d'autoriser son épouse à aller le voir, de cesser toute action de propagande contre lui et lui dire qu'il fallait attendre l'arrivée du colonel Lotfi pour un débat plus important. Et le conflit s'est aggravé, la tension a augmenté, si bien que, pressé par les unités qui l'encerclaient, il s'est rendu aux autorités marocaines. Voilà, donc, les autorités marocaines l'ont conservé quelques mois, puis l'ont restitué à l'état-major général. Il a été jugé et condamné à mort et exécuté. Voilà donc l'épisode malheureux
du capitaine Zoubir, également un homme d'une grande valeur militaire qui s'était évadé en mars 1956, un ancien sergent de l'armée française, d'un régiment de tirailleurs, qui avait déserté avec une 60aine d'armes, avec également beaucoup de munitions, beaucoup d'armes et un mortier. Il avait apporté tout cela, et puis il a combattu dans la région de Saïda, de Tiaret, avant d'être affecté à la région de Tlemcen. Voilà donc la fin d'un martyr, le capitaine Zoubir, que Lotfi n'a pas pu sauver parce que les choses se sont déroulées en son absence. Il y a eu un grave problème au niveau du sommet de la pyramide, de la hiérarchie. Farhat Abbas était en but aux actions plus ou moins pernicieuses de certains ministres qui lui reprochaient sa mollesse et sa modération, et il souhaitait l'enlever de la tête du GPR. Une réunion, le président Farhat Abbas a demandé la médiation, si vous voulez, de confier le dossier à 10 colonels qui commandaient les 6 wilayas plus les 3 colonels du GPRA. C'est ce qu'on a appelé la réunion des 10 colonels qui a duré quelques mois. Ils ont mis au point la stratégie militaire, la stratégie politique, et cette réunion des 10 colonels a coïncidé avec l'ouverture du 3e CNRA qui a eu lieu en décembre, le 16 décembre 1959. Et des décisions très importantes ont été prises. D'abord au niveau du GPRA, Lotfi a été de ceux qui ont soutenu et défendu la candidature ou la reconduction du président Farhat Abbas à la tête du GPRA. Ensuite, notre décision a été prise, c'est de créer un état-major général, de dissoudre les commandements Est et Ouest et de créer un commandement unifié, l'état-major général qui a été confié au colonel Boumediene, assisté des commandants Slimane, Menjli et Azzeddine. Il a été également décidé la création d'un comité interministériel de la guerre qui était composé des 3 ministres colonels du gouvernement, c'est-à-dire Boussouf, Karim Belkacem et Ben Taubal. Et une dernière résolution, c'était ordre a été donné à tous les colonels de rentrer pour se battre à l'intérieur du pays et ne pas laisser leur wilaya sans commandement. Cette décision a été à l'initiative du colonel Lotfi, parce que lui-même, qui avait eu l'occasion de rencontrer, d'aller en mission avec le président Farhat Abbas en Yougoslavie et en Égypte, s'était longuement entretenu avec lui. Il commençait à avoir des doutes sur l'intégrité de certains cadres supérieurs et surtout sur l'ambition non déclarée mais réelle d'accéder au pouvoir par tous les moyens possibles. Donc, il avait décidé de rentrer. Avec le concours d'un grand spécialiste de la traversée du barrage, un certain Tantano. Il connaissait quelques coins où il pouvait franchir toutes les lignes, y compris la ligne électrifiée, les zones qu'il avait préalablement déminées, et il avait fait plus d'une 30aine d'incursions à l'intérieur du pays par ce biais-là. Il y avait plusieurs options. L'une consistait à emprunter l'identité d'un Français mort qui lui ressemblait vaguement, mais elle n'était pas très sûre. Mais malheureusement pour lui, l'identité de l'officier qu'il avait emprunté était un officier qui était mort depuis un moment. Nous le savions, il ne le savait pas. L'autre consistait à fabriquer un double réservoir qui s'ouvrirait de l'intérieur
et dans lequel il serait introduit dans un camion. Il y avait beaucoup de camions qui faisaient la liaison entre le Maroc et l'Algérie, qui venaient transporter des fruits et légumes. Il restait une liaison qui fonctionnait par le sud de Béchar, qui contournait carrément la ligne Maurice. On avait établi un relais ou une base dans un petit village du sud-ouest marocain qui s'appelle Boudnib. Et de là, donc, le trajet devait se faire en une seule étape jusqu'au Djebel Béchar. Ce Lotfi est parti le 15, aux environs du 15 février. Il a passé une semaine à Boudnib à s'entraîner. Il faut dire aussi que le colonel Lotfi a pris un tout petit groupe. Il y a le colonel Lotfi, le commandant Faraj, Breik, Ben Arous, et un autre, Zawi. Dès lors où le colonel Lotfi et ses compagnons avaient quitté le PC de la Wilaya, la station radio est restée calée sur la fréquence du poste. Il y avait un message codé qui devait être envoyé et qui nous aurait fait comprendre qu'il avait traversé sans encombre. Ce message n'est pas arrivé. Là, on a entendu qu'un accrochage avait eu lieu aux abords du Djebel Béchar, mais sans autre détail. Il avait avec lui 4 hommes, son adjoint, loyal, un grand baroudeur, le commandant Faraj, et 3 guides. Donc ils étaient 5, avec 5 chameaux, avec des équipements suffisants pour les 5 hommes. Ni poste de transmission, ni autre moyen que ce soit. Il y avait des avions de reconnaissance qui faisaient de la reconnaissance des traces. Et il est bien dit dans le rapport que c'est des traces de 5 chameaux et de 5 hommes. Et là, ils ont mis des pisteurs qui étaient des harkis algériens, qui étaient recrutés comme pisteurs pour suivre les traces. Mais ensuite, très vite, les militants de la ville de Béchar nous ont informé que le groupe est tombé dans une embuscade. Ils étaient 5. J'avais cité le 13e régiment d'infanterie. Ce sont des unités de ce régiment qui les ont accrochés. Donc 5 contre une force, puis avec l'intervention des hélicoptères, de l'aviation. Quand le commandant de l'unité a appris qu'il y avait de très hauts responsables, il a dit que s'il l'avait su, ce serait pris autrement pour les prendre vivants. Du groupe de 5, seul Ben Arous a été blessé grièvement et donc est arrêté. Enfin, inutile de vous dire que la nouvelle, vraiment, elle nous a assommés, nous a plongés dans une immense tristesse. Le 27 mars 1960, le colonel Lotfi et ses compagnons sont parvenus à terme de la soldatesque française. Jusqu'à 15h30 de l'après-midi, l'armée de terre, mise au courant de la présence de combattants ALN-FLN, s'empressa de dépêcher 3 bataillons pour les appréhender. Sur le terrain, les soldats français firent appel à la 4e compagnie saharienne aéroportée. Le combat débuta vers 9h30 du matin sur la route d'Abadia, au sud de Béchar. Plus exactement, sur une petite éminence haute d'une 60aine de mètres. Cette journée a été un coup mortel porté à l'Algérie combattante. De la base de Boualfa, située en territoire marocain, près de Figuig, plusieurs responsables avaient suivi les événements dramatiques de cette terrible journée. La zone 8 représente beaucoup de choses pour moi. Ça a été d'abord ma première affectation en tant que combattant de la LN. عيش عزيزا أو موت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود. Je ne veux pas traduire ce vers, je veux tout simplement le résumer. Il veut dire vie libre, hors de portée, ou meurt en chevalier dans le fracas des armes. Je crois
qu'il n'y a rien qui puisse exprimer la personne du colonel Lotfi comme ce vers de poésie. Lotfi, ceux qui t'ont rencontré, de toi n'ont cessé de parler. Ceux qui ont croisé ta destinée ne parviennent pas à t'oublier. Tes yeux, bleus, métallisés, où l'on aurait souhaité se noyer, les ont tous comme hypnotisés. Ton sens, aiguisé de la vérité et de l'équité, ton combat quotidien ne s'est pas effacé. Il continue à habiter nos cœurs d'Algériens, et plus que jamais dans le mien. Tu ne m'as pas prise dans tes bras, ta voix n'a pas guidé mes pas. Trop tôt, tu t'en es allé. Mais tu nous as légué tant de beauté, dont seul est capable un être éclairé.